Bonjour pour ce débat sur la compétitivité française. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre peut-être par un tour de table de présentation de chacun des invités. Avec une petite question, c'est peut-être plus simple, que vous me donniez en quelques mots, est-ce que la France est compétitive? Allez, on va dire, entre 0 et 10. Je ne sais pas, j'ai envie de démarrer par Thomas Courbe, qui est le directeur général de la DGE, Direction Générale des Entreprises. Alors déjà, un grand merci, Thomas Courbe, d'accepter de venir. Je sais que vous êtes dans une période de réserve. Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas nous dire. Mais vous pouvez quand même nous dire si, d'après vous, la France est compétitive. De 0 à 10, vous mettez combien? De 0 à 10, c'est difficile. Plus compétitif que l'Allemagne dans l'industrie sur la compétitivité prix, c'est sûr. Et numéro 1 sur les investissements étrangers en Europe, c'est aussi un signal fort de la compétitivité. Donc 8, 8,5, parce que visiblement il y a du négatif, on va le voir après, c'est ça. Élevé, en tout cas en croissance. Alexandre Sobo, donc, qui représente France Industrie, également président de l'OT, mais il vient au nom de France Industrie. Pareil, vous représentez, vous, le côté industriel, je ne dirais pas l'autre face du miroir, c'est pas ça, mais bon, le côté industriel, pour vous, vous mettez de 0 à 10, vous mettez combien? Moi, je me méfie, j'ai toujours l'habitude de me méfier des notes, parce que ça donne forcément une image très fixe d'une réalité qui est en fait assez variable. La France, c'est à la fois énormément d'atouts, autour de ses domaines d'excellence, de la compétence de ses collaborateurs, de ses infrastructures. Et c'est de l'autre côté, en contrepoint, une grande capacité à surcharger le secteur productif d'impôts, à surtransposer les règles de la Commission européenne et à empiler les réglementations au-delà de tout le strict nécessaire. Et en fait, la compétitivité, c'est le résultat de cet équilibre et suivant le moment de l'histoire, le secteur dans lequel vous êtes, le niveau de la concurrence et la géographie de la concurrence, vous allez trouver des situations très diverses. Mais aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, l'industrie dans le PIB de la France est tombée à 13, un peu plus de 13. Il faut absolument remonter. Et, on a stabilisé la chose, repris une courbe légèrement ascendante depuis quelques années. Et l'enjeu des prochaines années, c'est que ça continue à se redresser. Bon allez, entre 8 et 9 aussi alors. Je me méfie de la note parce qu'elle ne reflète pas une réalité très... Ça me casse mon tour de présentation. Donc mais non. un petit peu le but. Laurent Mazoué, alors vous êtes exécutif vice-président for Operation chez Airbus Hélicoptère. Bon, vous avez une grande expérience dans l'industrie. Vous avez travaillé chez Vallourec, chez Safran Hélicoptère, et vous supervisez l'industrie, les achats de Airbus Hélicoptère. Donc vous avez aussi des usines en Espagne, en Allemagne. J'ai même noté quand on a échangé que vous avez la 3e plus grosse usine française, celle de Marignane. Alors, 1, 2, 1, 2. Alors, oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait, c'est vrai. Donc, nous avons la chance d'avoir sur Marignane un site de 8000 personnes. Et quand on vient ajouter les sous-traitants et les intérimaires, on peut pointer 12 000 personnes par jour sur ce site, ce qui est assez incroyable. Et ça en fait le 3e site français, c'est vrai. Alors, pour revenir à la question initiale, est-ce que la France est ou non compétitive? Moi, je dirais oui, à travers l'exemple d'Airbus Hélicoptère. Nous sommes leader mondial et ce n'est pas par hasard. Mais donc en cette période d'examen, je mettrai la mention peut mieux faire. Et j'essaierai de vous expliquer pourquoi à travers notre exemple. Donc on est plutôt 7-8 quoi. Oui, plutôt si on veut donner une note. Oui. 7-8, ça, on va essayer de remonter le curseur. Alexis de Nervaux, bonjour. Alors vous êtes Group Chief Digital and Information Officer chez Terreal. Bon, pour mémoire, vous avez travaillé chez Saint-Gobain. Terreal, c'est peut-être moins connu qu'Airbus Hélicoptère. Pourtant, j'ai visité. J'avoue qu'on ne sort pas indemne d'une visite chez Terreal. De mémoire, c'est de l'argile qui arrive à l'entrée. Et puis à la sortie, on a des tuiles. Exactement. On est donc une entreprise industrielle française avec 33 sites de production, dont 16 en France. Un chiffre d'affaires d'environ 700 millions d'euros, dont un peu plus de la moitié en France. Et on a un fort développement dans le solaire actuellement, dans l'activité solaire, en plus de notre activité terre cuite. Alors, je sais que votre domaine, c'est la digitalisation. Mais bon, la France, vous mettez quelle note? Je vais répondre comme mon voisin de droite. Ah. Voilà, il m'a donné une bonne idée. Bon, allez, je fais une moyenne rapide, on est à 7,98. C'est pas mal. Allez, on va partir là-dessus. Guy, en matière de compétitivité, l'important, ce n'est pas la valeur absolue, c'est la valeur relative. C'est toute la difficulté. C'est-à-dire, si vous êtes à 8,5
mais que vos grands concurrents sont à 9,5, vous pouvez souffrir quand même. Bon, il y a des concurrents? Malheureusement. Alors, Thomas Courbe, je me tourne vers vous. On va revenir tout à l'heure sur France 2030. Mais déjà, pour démarrer, on a mis un chiffre, c'est vrai qu'il est relatif. Il y a des freins, mais quels sont les freins qu'il faudrait lever aujourd'hui pour être plus compétitif? Est-ce qu'il y a des freins qu'on pourrait mettre en avant? Alors, sur la compétitivité, donc je l'ai dit tout à l'heure, en termes de coût du travail, on a beaucoup progressé. On est maintenant en dessous de l'Allemagne. On a vu dans la décennie passée une baisse des coûts salariaux unitaires alors qu'ils augmentaient en Europe et en Allemagne. Donc on a une dynamique sur la compétitivité prix qui est positive. La baisse de la fiscalité de production a également permis de baisser cet élément sur la compétitivité prix. Ensuite, on a évidemment toujours des marges de progrès. Je suis sûr qu'Alexandre Sobo mentionnera sur la fiscalité de production les marges de progrès qui restent. On est à peu près à 3% en moyenne de la valeur ajoutée manufacturière actuellement, alors que nos concurrents sont plutôt autour de 0, légèrement positifs. Et puis, il y a des enjeux de compétitivité hors prix qui sont majeurs sur l'innovation, le positionnement sur les marchés d'avenir, qui sont également des enjeux très importants pour les prochaines années et sans doute là que se situe l'essentiel. Alors, toujours sur la compétitivité production, j'imagine, Alexandre, que vous avez d'autres chiffres. On vient d'où? On va où? Et qu'est-ce qu'on peut encore gratter et gagner? Il y a déjà, encore une fois, je l'ai dit, et Thomas l'a très bien redit, la pente est dans le bon sens. On a regardé l'industrie française décliner pendant une petite trentaine d'années et depuis un peu moins de 10 ans, on a stabilisé la situation et on commence à remonter sous l'effet d'une politique de l'offre, de la prise en compte des sujets taux horaires, impôts de production avec des décisions qui ont été prises et qui vont dans le bon sens. Il faut qu'elles s'inscrivent dans la durée. Quand on prend les impôts de production, on est encore à plus du double de la moyenne européenne et beaucoup plus que nos amis allemands. Quand on prend les sujets réglementation, transposition, on est aussi assez élevé. Quand on prend la totalité des impôts qui pèsent sur les entreprises, on a 5 à 6 points de PIB de plus que nos grands voisins qui sont pris en charge par les entreprises au sens large. Alors, dans les entreprises, il y a évidemment les salaires, les collaborateurs, donc on retrouve des débats qui sont le reflet de ces difficultés sur le pouvoir d'achat, sur le niveau du salaire net. Tout ça, évidemment, est un équilibre entre la compétence, la compétitivité, la concurrence et la capacité des entreprises à faire. Je vous dis, moi, j'ai 2 messages. Un, on est dans la bonne direction, et ça, c'est quand même important. Et si on veut retrouver une industrie plus forte, qui soit un instrument de souveraineté dans ces moments où on en a beaucoup parlé avec la crise logistique, la crise du Covid, et puis maintenant la guerre à nos portes, sur tous ces sujets, on n'y arrivera qu'avec une industrie plus forte. Et une industrie plus forte, c'est passer de 13 à 15 et se donner ensemble l'objectif de retrouver le plus près possible de 20 points dans le PIB pour la part de l'industrie dans l'économie française. Et ça passe par poursuivre les actions engagées. Et ça a été très bien dit, on a vu des signes positifs. Solde positif d'implantation industrielle en France en 2021 pour la première fois à des niveaux élevés pour la première fois depuis très longtemps. C'est un solde d'emploi industriel qui est redevenu légèrement positif. C'est numéro 1 dans les classements d'attractivité. On n'en a pas parlé, mais on a quand même le CIR, on a nos écoles d'ingénieurs, on a tout un tas d'atouts. Et il faut capitaliser dessus pour que dans 5 ans, ça se voit encore plus qu'aujourd'hui. Alors là, on avait un peu la compétitivité, coût de production, etc. On va peut-être parler un peu de digitalisation, parce que j'ai 2 spécialistes qui ont fait beaucoup de choses dans le 4.0 et l'industrie du futur. Alexis Nervaux, je me tourne vers vous. Alors déjà, j'avoue, quand on parle de tuiles, je vois mal des conteneurs venir de Chine avec des tuiles. Tout à fait. Donc, pourquoi être compétitif chez vous, en fait? On peut se dire qu'après tout, bon, c'est pas bien grave. Ouais, alors nous, en fait, la digitalisation chez Terreal, c'est pas une digitalisation qui, comme ça a pu être le cas dans certaines entreprises il y a une dizaine d'années, faisait de la digitalisation pour de la digitalisation, avec de l'effet de com, etc. Chez Terreal, la stratégie qu'on a mis en place autour de la digitalisation, c'est vraiment, on a 3 axes majeurs pour ce qui est de la partie industrielle, à savoir ce qu'on appelle chez nous le smart process, c'est-à-dire mettre du digital
pour arriver à améliorer nos process, à capter de la data, cette data, à pouvoir l'analyser. Et une fois qu'on a analysé cette data, donc améliorer nos processus de production et donc la qualité, on a un deuxième axe qui est chez nous critique, qui est de réduire les pannes, donc avec ce qu'on appelle la smart maintenance. Donc c'est mettre en place des solutions digitales qui vont nous aider à anticiper des casse-machines, typiquement. Et le dernier, c'est la gestion de nos ressources naturelles. On est propriétaire de nos carrières et donc nos usines sont implantées à côté de nos carrières et donc il est critique pour nous d'arriver à gérer au mieux ces matières premières dans la mesure où on veut encore une fois améliorer nos rendements. Avec tout ça, vous diminuez les rebuts, c'est ça? Il y a un objectif là-dessus de diminuer les pertes? Oui, alors effectivement, mais alors c'est pas direct. C'est-à-dire que le digital en soi ne va pas, c'est pas la baguette magique comme on peut l'entendre dans certains cas où on a l'impression qu'on installe une solution ici ou là, et on secoue un peu le shaker et automatiquement les rebuts diminuent de 50%. C'est-à-dire que le digital, à mon sens en tout cas, aide à comprendre, aide à analyser et ensuite à améliorer. Donc dans cette perspective, effectivement, les solutions digitales qu'on met en place vont potentiellement et nous aident potentiellement à améliorer le rebut. Mais il n'y a pas que ça. Est-ce que, parce que je me rappelle quand on a visité, on voit ça comme un process manufacturier. C'est vrai que l'empilage des tuiles, des palettes, c'est un côté manufacturier, mais vous êtes en production continue. C'est quand même une production continue. Est-ce que vous faites de la maintenance prédictive? Est-ce que ce digital vous permet, en maintenance prédictive, du coup, d'arriver à faire des arrêts machines le plus court possible? Parce qu'un arrêt machine, c'est toute une production qui est cassée, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce que je disais. Donc c'est notre programme Smart Maintenance. Aujourd'hui, en fait, on est dans une phase de... Alors, c'est le terme qu'on utilise, Proof of Concept, donc POC, où en fait, l'idée, c'est... Enfin, ma stratégie est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a tellement de solutions sur le marché et il y en a tellement de nouvelles qui arrivent chaque jour que ça devient très compliqué d'arriver à trouver la bonne. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un phénomène d'entonnoir. Donc, on sélectionne une quinzaine de solutions. Sur les 15, on va en retenir 5. Sur les 5, on va en tester 2. Et parmi les 2, on va en garder une. Voilà. Et sur la maintenance prédictive, c'est exactement la phase dans laquelle on est actuellement. On a 2 ou 3 solutions qui sont en phase de test. Et notre objectif, c'est d'ici fin d'année, d'en sélectionner une. On réalise un pilote dans une usine et ensuite, on déploie à l'échelle du groupe. Et on suit ce process-là pour l'ensemble de la digitalisation, que ça soit industriel ou non d'ailleurs. Et j'imagine qu'au niveau des consommations, c'est pareil, parce qu'aujourd'hui, on est sur un salon, le thème, c'est la réindustrialisation responsable. Pas facile à articuler, mais en fait les économies d'énergie, pour vous l'énergie c'est un poste important, donc c'est pareil, le digital vous fait faire des économies là-dessus? Ouais, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a énormément de solutions digitales aujourd'hui qui vous permettent d'avoir une analyse très poussée de vos consommations, qui vont capter énormément de données, énormément de data, mais encore une fois, c'est pas le tout en fait de la capter cette donnée, le tout c'est de savoir la faire parler. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, je pense, en tout cas chez nous, c'est que capter de la data avec des capteurs, des solutions techniques, hardware, c'est assez simple. Mais arriver à trouver les bonnes personnes, les bonnes ressources, les bonnes compétences qui vont être capables, à partir de cette data, de définir des axes d'amélioration, des stratégies, ça c'est plus compliqué. Est-ce que... je sais que vous avez racheté il n'y a pas très longtemps différentes usines dans différents pays. Donc vous n'avez pas que la France, vous avez élargi. Mais du coup, l'objectif, ça va être d'homogénéiser un petit peu tous les échanges avec tous les postes, tous les sites. J'imagine que c'est un challenge important, ça. Ouais, alors oui et non. Vous m'auriez posé la question il y a 10 ou 15 ans, je vous aurais dit oui sans hésiter. Aujourd'hui, en fait, il y a un autre aspect qui rentre en ligne de compte, qui est l'aspect cybersécuritaire. Aujourd'hui, on a effectivement plusieurs pays, on a des sites industriels dans différents pays, mais qui d'un point de vue informatique sont complètement étanches les uns par rapport aux autres. Donc la question qui se pose, c'est effectivement, on peut se dire qu'on va déployer toutes nos solutions sur tous les sites. Le problème de ça, c'est que énormément des solutions, alors j'ai pas envie de rentrer dans trop de techniques, sont des solutions ce qu'on appelle SaaS, c'est-à-dire que ce sont des solutions qui nécessitent une communication vers l'extérieur. Et le problème de ces solutions, c'est qu'à partir du moment où on engendre une communication avec l'extérieur, automatiquement, le risque cyber est multiplié par 10, 20 ou 30. Et donc, le choix qu'on doit avoir, c'est soit effectivement avoir un passage à l'échelle au niveau du groupe,
en augmentant le risque cyber, sachant que bon, les entreprises industrielles, alors, en France en tout cas, pour en avoir fait plusieurs, ce qu'on appelle l'informatique industrielle est quand même assez en retard d'un point de vue cybersécurité. Voilà, c'est un secret pour personne. Et donc du coup, il faut vraiment trouver le bon équilibre entre cette problématique cybersécuritaire d'un côté et cette volonté de passage à l'échelle des solutions à travers le groupe. Est-ce que dans toutes ces évolutions que vous faites, vous profitez de France Relance? Oui, alors on en a profité complètement, à hauteur, alors pour être précis, de 423 000 euros. Voilà. Et donc ça nous a d'ailleurs permis notamment d'accélérer le déploiement de notre solution de MES, voilà, la solution Astré Software, qui sont présents ici, et voilà, qu'on a décidé de déployer à l'échelle de la France sur les 4 prochaines années, et probablement au niveau du groupe, mais toujours en tenant compte de cette histoire de cybersécurité. Voilà. Thomas Courbe, heureux alors. J'ai eu peur en m'entourant, je me suis dit, s'il me dit non. Dans le cadre du plan de relance, 8000 entreprises industrielles ont été aidées sur une étape de numérisation. Donc on a réussi à couvrir à peu près le quart des entreprises industrielles françaises. Alors Laurent Mazoué, on va parler d'industrie du futur, industrie 4.0. Déjà, pour vous, ça va être différent parce que vous produisez moins d'hélicoptères que de tuiles. C'est un hélicoptère par jour, et vous, c'est combien de tuiles par jour? Justement, on va y venir. On a livré 330 machines l'an dernier, oui, donc c'est presque un par jour. Et donc, la question, c'est vrai que je me posais au départ, est-ce que tous les appareils se ressemblent? J'ai l'impression qu'en fait, chaque appareil est un peu différent. Ce qui est clair déjà, c'est que la compétitivité, c'est vraiment la clé de voûte de notre pérennité chez Airbus Hélico. Et donc, on travaille au quotidien, concrètement, à baisser nos coûts de production. Et ça, c'est un travail d'équipe avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise, commençant par l'engineering ou la direction technique. Dès que nous sommes sur un nouveau développement, où on le verra après, une adaptation, j'allais dire, d'une variante, eh bien, on se met en mode plateau et on est en phase de co-engineering pour mettre physiquement les gens ensemble au plus tôt dans le processus. Ce qu'on vise, c'est assez clair, c'est avoir une définition fabricable et avoir une industrialisation robuste pour faire bon du premier coup et compresser nos cycles. Voilà. Bien sûr, juste après ça, en tant qu'opération, on doit exécuter conformément à ce qui est prévu. Donc, tenir les temps, ne pas faire de retouches, ne pas faire de rebuts, tenir les cycles, etc. Ce qui s'applique au site interne s'applique aux fournisseurs. Donc, là, on est en train de reprendre notre stratégie aussi sur la supply chain pour adresser des champions qui eux-mêmes peuvent nous apporter leur expertise sur nos produits, et on veut en profiter plus. Voilà. Et puis, c'est aussi, dès que le produit rentre dans le monde de l'exploitation, dans le monde du service et des supports, c'est avec nos collègues qui assurent le maintien des flottes, être très en amont avec eux sur leurs prévisions, leurs besoins en pièces neuves, parce que bien livrer, ça commence par bien prévoir les matières, bien prévoir les capacités, et donc on a un gros travail là-dessus. À la fin, tout ça, pour le dire clairement, ça repose sur l'engagement des équipes. À quel point on est capable d'expliquer les enjeux, d'éclairer une vision, et donc d'emporter l'adhésion des gens sur un projet qui fait sens pour eux. Et c'est à partir de là où on a gagné. Alors pour revenir à votre question, il est clair qu'aujourd'hui, et c'est vraiment dans l'ADN d'Airbus Hélicoptère, on a fait le choix de customiser beaucoup nos appareils. Il faut savoir que l'hélicoptère est une machine formidable, extrêmement polyvalente. On peut à peu près tout faire avec. On transporte des gens sur terre, sur mer. Les SAMU sont équipés, les polices. On fait de la recherche et du secours en mer. Nos clients militaires opèrent des dizaines de missions, etc. etc. Donc c'est une machine très polyvalente. Et donc derrière ça, on doit répondre à des offres qui sont pour 5, qui sont pour 10 hélicoptères. Et mon challenge en tant que patron des opérations, avec mon collègue de la technique et du support, c'est d'apporter une réponse technique et industrielle robuste en face de ça. Donc ça passe par un certain nombre, j'allais dire, d'éléments clés. Donc j'ai parlé de la phase plateau tout à l'heure, très très en amont dans le processus. Les gens sont physiquement ensemble, ça c'est clair. On a des plateformes qui vont être capables d'adresser, j'allais dire, des variantes en base, c'est-à-dire à partir, pour donner une image, un Super Puma, un hélicoptère Super Puma, aujourd'hui on va savoir le vendre dans le monde du civil, on va savoir le vendre dans le monde du militaire, avec un effort de customisation qui est réel mais qui est quand même maîtrisé.
quand vraiment on a des customisations extrêmement lourdes à faire, et ça nous arrive, on ne s'interdit pas à faire des maquettes à l'échelle. Hein. C'est-à-dire qu'avant le premier de variante, on vient débugger tout un tas d'architectures, tout un tas chez nous, le cauchemar, c'est vraiment le passage des harnais, le passage des câbles, hein, depuis le cockpit jusqu'à tous les éléments de commande de la machine. Et donc, il y a en général des centaines de modifications qui sont liées à ça. Et donc, on travaille ça très, très en amont. Voilà. Et ça nous permet... Et si, quelque chose que j'ai découvert, hein, moi, je suis chez Airbus Hélicoptère depuis 1 an, et ça m'émerveille encore. Sur le premier de variante, donc d'une petite série d'une dizaine d'hélicoptères, on va être capable de développer, industrialiser et produire en même temps sur la même machine. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez bluffant à voir. Et donc, il y a vraiment une souplesse des équipes, hein, où le plan n'existe pas tout à fait, mais l'industrialisation est en cours et on corrige le plan en même temps. Donc, c'est vraiment très, très ouvert dans ces premières machines. C'est vraiment ça qui nous permet d'avoir des cycles extrêmement compressés. Donc vraiment démarrer dès le départ de la conception. En fait, c'est vraiment à l'origine, voilà, le plus tôt possible. Le plus tôt possible pour arriver à l'heure. Autre exemple, hein, c'est le reuse, hein, c'est de réutiliser des équipements ou des pièces d'un programme d'hélicoptère vers un autre, de manière à limiter l'effort de développement. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et faire la R&D, parce que tous ces développements, ils se font en France, c'est un atout. C'est clair qu'aujourd'hui, les développements se font en France. Avoir la direction technique et la R&D, ce qui est important, c'est d'avoir au même endroit les gens qui conçoivent, qui industrialisent et qui produisent. Dès que la production est mature, ce n'est pas vraiment un problème d'aller l'exporter dans la supply chain ou dans un pays low cost. Hein. Ça permet aussi d'avoir un équilibre global financier pour la société. Hein. Ce qui est important, c'est vraiment cette unité au démarrage. Moi, aujourd'hui, ce que je remarque chez Airbus Hélicoptère, c'est qu'on est une boîte d'ingénieurs, ça, c'est pas un scoop, mais on est une boîte qui est très orientée produit. Et donc, on a une R&D produit qui est extrêmement forte. C'est-à-dire que les briques produits sont en cours d'être développées pour un horizon de 10 à 15 ans. Donc ça, on a une roadmap qui est extrêmement robuste. Sur les process, par contre, c'est-à-dire comment on va faire ces belles machines de demain, c'est beaucoup plus léger. Et donc, moi, mon challenge aujourd'hui, c'est de mettre en place dans la société une roadmap R&T process, donc tout ce qu'on voit ici, hein, dans ce salon-là, au même niveau que la roadmap R&T produit. Donc là, j'ai un peu de travail. Ça veut dire que vous voulez revoir vos modèles de production ? Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, on a commencé à les revoir. Hein. Je donne un exemple. Sur un modèle, je parlais tout à l'heure du Super Puma, on est sur un modèle où on va venir pousser beaucoup de pièces élémentaires en ligne d'assemblage et on va prendre un cycle d'assemblage qui peut être de 10 à 12 mois. Notre dernier hélicoptère, le H160, on est sur un concept de MCA, donc Main Component Assembly. Donc c'est vraiment des modules. Les modules peuvent être les ensembles dynamiques, le cockpit, peuvent être, l'ensemble de l'airframe qui arrive sur la ligne d'assemblage, monté, testé de manière hydraulique, testé en carburant, testé électrique. Et là, on est vraiment dans une organisation qui est type automobile. Hein. Je mets des guillemets et je suis très humble par rapport à ce que font mes collègues de l'auto, par rapport aux quantités. Mais en tout cas, la logique qui sous-tend ça, c'est la même. Et ça nous permet d'avoir des cycles qui sont aujourd'hui divisés par 5 ou 6 sur la nouvelle génération d'hélicoptères. Donc ça, c'est assez sympathique. Ça veut dire, au lieu d'avoir des pièces qui sont assemblées, vous faites des sous-ensembles et on assemble les sous-ensembles. On fait des sous-ensembles et on assemble ces sous-ensembles et on en a profité derrière ça pour venir spécialiser nos sites de production sur chacun des sous-ensembles. Hein. Par exemple, Marignane va être spécialisé sur la production des ensembles dynamiques, hein, donc les boîtes de transmission, les boîtes accessoires, etc. Donc toute la mécanique de l'hélicoptère. Notre usine en Allemagne de Donn va être spécialisée sur l'airframe. Notre usine espagnole va être spécialisée sur les poutres de queue. Et on a comme ça un mécano industriel qui nous apporte beaucoup plus de compétitivité à la fin parce que chaque usine va être capable de s'optimiser par rapport à sa famille de produits. Et ça, c'est nouveau parce qu'avant, chaque usine, enfin chaque pays faisait pratiquement, non pas les mêmes choses, mais un type de produit. C'est-à-dire que là, vous avez tout revu la production au niveau européen. Il est clair qu'Airbus, hein, l'histoire d'Airbus, on vient d'un mariage de champions nationaux. Donc, par définition, tout le monde savait tout faire dans chacun des pays. Hein. Ça, c'est le point de départ. Okay, et donc, à partir de là, on essaie de construire un modèle européen beaucoup plus efficient où, effectivement, on vient spécialiser les sites. Mais là, je vous parle d'une transformation qui est en route depuis des années et qui va encore durer quelques années. On est sur la roadmap à peu près à 90% de réalisation. Donc, on est quand même près de la fin. Il nous reste 2-3 ans de travail. Ah ouais, bon, j'allais dire bon courage, mais comme quoi la digitalisation et l'industrie 4.0, ça permet quand même de devenir plus compétitif.
et Non, d'avoir une vision d'ensemble qu'on ne pourrait pas avoir, quoi. Non, c'est une certitude. C'est une certitude. Donc là, on a fait un petit Mais peu après, pardon, je voulais juste revenir deux secondes sur ce que vous disiez, parce que je pense que c'est vraiment un des éléments essentiels de la digitalisation dont on parle depuis des années. Ce que vous disiez au début, vous disiez qu'en fait, à partir du moment où on réussit à susciter de l'intérêt et à embarquer les équipes, quel que soit le projet de digitalisation, le pari est quasiment gagné. Et je vous rejoins complètement. Je pense qu'en fait, on a démarré la digitalisation avec une stratégie très ce qu'on appelle top-down, en se disant finalement, on a des personnes qui réfléchissent. J'ai rien contre les cabinets de conseil, mais je veux dire, des cabinets de strat, etc., qui venaient en disant, voilà, on a tel concept, telle chose, et finalement, ça, on va le déployer, et puis les gens vont s'adapter. Alors que je pense que la digitalisation et le succès de la digitalisation, c'est vraiment d'arriver d'abord à embarquer les personnes sur le terrain, et puis ensuite, finalement, à réussir à passer à l'échelle. Voilà. Alors, on a parlé de compétitivité, production, digitalisation. Il y a un autre aspect, Alexandre Sobo, je sais qu'il vous tient à cœur, c'est tout ce qui est réglementation. On a l'impression d'avoir un Cerfalone, peut-être, c'est Gaspard Koenig, je crois qu'il disait ça, qu'on était en France avec le Cerfalone. Qu'est-ce qu'on peut améliorer là-dessus, compétitivité et réglementaire? Je pense que ce qu'il faut améliorer, c'est finalement, c'est pas chaque réglementation, parce que quand on gratte, derrière chaque réglementation, il y a une préoccupation légitime et un objectif louable. Simplement, quand on ne regarde pas l'intégralité des réglementations qui finissent par s'appliquer à un endroit, on ne mesure pas à quel point la mise en œuvre, non pas d'une, mais de 5, de 10, de 15 ou de 25, peut à un moment devenir, alors ubuesque est sans doute trop fort, mais vraiment compliqué. Et ça peut devenir un facteur de perte de compétitivité, que ce soit dans la stabilité juridique, c'est-à-dire on ne sait pas exactement où on est, on ne sait pas si on est dans les clous, ou que ce soit par tout ce qu'il faut faire pour être sûr de répondre à l'ensemble de la réglementation. Et donc, il ne faut pas juste regarder la chose du côté de l'administration et de l'objectif. J'ai rencontré assez peu de fonctionnaires dont l'objectif est de mettre en œuvre une réglementation inutile juste pour embêter les administrés. Ça, honnêtement, ça arrive vraiment pas souvent. Mais il faut aussi se mettre du côté de celui qui la met en œuvre pour se rendre compte de la quantité de choses qui arrivent et comment on coordonne, on rationalise, on simplifie, on se débarrasse des doublons. Je pense qu'il y a un vrai travail de méthode en se mettant, non pas du côté de l'émetteur, mais du côté de celui qui les applique. Et puis on a un deuxième sujet, on en a beaucoup parlé et on était bien d'accord avec Thomas là-dessus, c'est tout ce qui est transposition de règles européennes. On affirme avec force depuis quelques années qu'on veut arrêter de surtransposer et qu'on veut juste faire comme les autres. Mais dans la pratique, on a du mal. C'est-à-dire qu'on veut toujours... La France, c'est la lumière du monde. C'est très bien quand on parle de Notre-Dame, quand on parle de la Tour Eiffel, quand on parle d'Airbus ou de très belles entreprises. Mais quand on veut être la lumière du monde en matière réglementaire, alors qu'on est dans une économie ouverte, il faut se poser la question. La règle européenne fixe une fourchette. Les Allemands se mettent en bas de la fourchette et considèrent qu'ils sont en sécurité. Et nous, on a besoin de se mettre au-dessus du plus haut de la fourchette pour dire que quand même, on va montrer ce qu'on est capable de faire. Et là aussi, l'objectif est louable. Chaque fois qu'on peut faire mieux sur des sujets environnementaux, sur des sujets réglementaires, sur des sujets sécurité, il faut évidemment toujours aller le plus loin possible. Mais il faut se poser la question du bon équilibre entre faire tout parfait et rester compétitif. Et c'est vrai que de temps en temps, on a l'impression qu'on a du mal finalement à faire ce travail itératif pour trouver le bon point d'équilibre. Et quand je regarde ce que font, même si l'Allemagne n'est pas un paradis, loin s'en faut, et la période actuelle, notamment avec la crise énergétique, le montre, mais sur cette capacité de travail entre le monde industriel et l'administration chargée de mettre en œuvre un certain nombre de règles, il y a un niveau d'échange et de coopération qui me semble pourrait nous inspirer, non pas dans la logique d'arrêter, de prendre des risques, mais juste de trouver le bon compromis entre l'objectif qu'on s'est donné ensemble et que tous les concitoyens partagent et l'impact que ça doit avoir sur la compétitivité d'entreprise dans une économie européenne qui est ouverte. Ça va être pris en compte, Thomas, tout ce travail réglementaire, on peut faire quelque chose? Oui, tout à fait. D'ailleurs, des choses ont été faites récemment. La loi Pacte, la loi ASAP apportent des simplifications très concrètes pour les entreprises. Avec la loi Pacte, par exemple, pour toutes les entreprises avec le rehaussement ou la simplification des seuils. Avec la loi ASAP, avec des simplifications également très concrètes pour l'implantation industrielle. Et c'est, comme le dit Alexandre Sobo, un
un travail continu d'identification de ce qui peut être fait, soit au niveau local. On a au niveau local France Expérimentation, qui est un dispositif qui permet de proposer très localement des simplifications concrètes. Et puis au niveau national, et dans l'objectif de concertation qu'évoque Alexandre Sobo, le Conseil national de l'industrie est un bon lieu d'échange avec l'industrie pour identifier les simplifications prioritaires. C'est également un travail continu. On le voit dans le rapport rendu récemment, le rapport Guillot, qui propose des nouvelles modalités de simplification de l'implantation industrielle. Donc on a encore clairement des pistes qui sont, je crois, très partagées avec France Industrie sur des modalités de simplification de l'implantation industrielle, par exemple. Mais juste pour compléter, je crois que Thomas Courbe l'a très bien dit, réindustrialiser le pays, c'est un travail ensemble. C'est parce qu'on va co-construire, que ce soit sur des sujets de décarbonation, compétitivité, impôts, mais aussi réglementation, c'est parce qu'on est capable de travailler ensemble pour mesurer la somme des contraintes qu'on va y arriver. Et c'est vraiment finalement le cœur de l'action de France Industrie, le point de rencontre avec le Conseil national de l'industrie. On met tout le monde autour de la table. On a 19 filières aujourd'hui où on est censé là aussi échanger sur tous les enjeux. Alors on part d'un peu loin peut-être, mais on voit bien qu'il y a une dynamique qui est engagée. Il faut la poursuivre, et il faut la poursuivre avec cet objectif qui est comment est-ce que demain l'industrie retrouve une place en France et un poids dans le PIB qui soit à la hauteur des attentes de nos concitoyens en termes de création de richesses, d'irrigation des territoires, de développement économique d'un côté, et puis aussi de satisfaction de nos besoins fondamentaux. Et on reboucle avec la souveraineté, les enjeux de transition écologique, qu'on ne réussira pas juste en faisant venir des choses de Chine, hein, ça c'est clair. Ça, on est bien d'accord, mais là vous avez vu que j'ai voulu architecturer un petit peu les différents sujets. On construit. Reste les compétences. Les compétences, on a un travail aussi à faire là-dessus. Alors c'est sans doute... Parce qu'on a du mal à trouver... C'est le sujet à la fois le plus important et en même temps c'est celui qui est vraiment entre nos mains. Parce qu'on a des outils de formation, on a des gens, enfin quand vous promenez dans les entreprises industrielles de France, dans la majorité d'endroits, vous trouvez des gens compétents, motivés. Enfin, j'ai eu la chance de visiter Marignane il y a quelques années, c'est un endroit extraordinaire. Et quand on parle avec les gens qui fabriquent les hélicoptères, on voit cet engagement, cette motivation, ce sens du produit, cette envie d'avancer. Il faut donner à voir l'industrie, il faut plus donner aux gens envie, en particulier aux jeunes et aux jeunes femmes, de venir travailler chez nous. Et puis il faut aussi se poser la question, il y a des choses qui ont été faites dans le cadre de la réforme d'assurance chômage, le fonctionnement du marché du travail, comment est-ce qu'on se bat contre tous les freins au retour à l'emploi. Et avec pour moi une ligne de conduite qui est très importante, c'est quand on parle formation et compétences, il faut parler aspiration individuelle, ça c'est important, mais il faut parler employabilité, c'est-à-dire attente du marché du travail. Et envoyer des gens dans des secteurs sans avenir, c'est quand même un sujet, il faut absolument qu'on continue à y travailler. Employabilité, besoin de nos filières, en particulier industrielles, donner à voir l'intérêt de nos métiers. C'est des sujets, en tout cas à France Industrie, avec toutes nos branches et nos filières. On est pleinement mobilisés, on travaille évidemment avec la DGE, on travaille avec le ministère du Travail, on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale. Il y a énormément de travail, mais c'est indispensable de réussir. Laurent Mazoué, oui. vous avez ce problème, vous avez ce problème en interne de compétences, et puis quelque part, tout le monde veut un peu les mêmes profils, non? C'est un peu ça? Alors c'est un vrai sujet de préoccupation aujourd'hui, hein. Moi aujourd'hui en France, il me manque entre 300 et 400 personnes entre mes sites de Marignane et de Paris-le-Bourget, que ce soit pour des opérateurs de production ou des gens dans les fonctions support. Donc oui, c'est un sujet de préoccupation. On voit que le marché est en très forte tension. Toute la filière aéronautique est en train de rechercher les mêmes talents et les mêmes compétences. Et au-delà de ça, toute l'industrie est en train de tirer dans le même sens en ce moment. Donc c'est un sujet de préoccupation extrêmement fort, hein. Voilà, donc on a besoin d'avoir plus de jeunes sur le marché. On a besoin aussi de réintéresser les jeunes à l'industrie, hein, de toiletter notre image, hein. Je prends notre exemple, hein, il y a eu ces dernières années beaucoup de bashing sur l'aviation. Il faut redonner envie aux jeunes de venir et de monter à bord avec nous pour changer les choses, hein. On veut être leader dans la décarbonation de notre industrie, hein, d'être neutre en émissions en 2050, de proposer le premier avion qui soit totalement neutre en 2035. Et sur les process industriels et bâtiments industriels, on a des roadmaps extrêmement agressifs jusqu'à 2030. Donc ça veut dire
des nouveaux bâtiments, des nouveaux investissements, des nouveaux produits. Enfin, j'allais dire pour des techniciens et des ingénieurs, du pur bonheur. Donc voilà, je prends les CV en sortant, mais voilà, toutes les candidatures sont les bienvenues en ce moment chez Airbus Hélicoptère. Thomas Courbe, sur ce sujet, avant Oui. qu'on aborde de France 2030, mais c'est Oui. peut-être à intégrer d'ailleurs. Sur les compétences, Airbus Hélicoptère n'est évidemment pas le seul et on a aujourd'hui à peu près 70 à 80 000 postes ouverts dans l'industrie, donc un très fort déficit. Il y a les enjeux d'attractivité qui ont été bien mentionnés, les actions au niveau global, l'apprentissage aussi, le doublement de l'apprentissage. Il y a des solutions de niveau global et puis il y a aussi des solutions qu'on doit mettre en œuvre à la fois adaptées à chaque filière, ce qu'on a fait avec l'université du nucléaire, par exemple, avec le campus des industries navales, qui sont des formations qui sont vraiment dédiées aux besoins spécifiques de chaque filière. Et puis des solutions aussi qui passent souvent par la solution locale. Dans les territoires d'industrie, il y a eu 160 solutions de formation qui ont été soutenues, qui sont des solutions qui sont adaptées à chaque territoire et qui complètent assez bien en local, ou les écoles de production qui vont doubler d'ici l'an prochain, qui sont des solutions qui répondent bien aussi aux besoins des écosystèmes locaux. On a besoin de ces deux niveaux d'approche et puis de l'approche verticale avec les besoins des filières pour essayer de couvrir au mieux les besoins, donc au-delà des enjeux d'attractivité notamment qui restent majeurs. Alors là, on a 2-3 minutes pour parler de France 2030, ça va être court. Mais bon, déjà, vous ne pouvez pas dire trop de choses. Mais c'est quoi un petit peu la logique globale de ce plan ? La logique globale telle qu'elle a été présentée, c'est de placer la France parmi les grandes nations industrielles sur les marchés stratégiques en 2030. Pour faire ça, c'est de donner un accent particulier sur les acteurs les plus innovants, les acteurs émergents qui sont en forte croissance, qui peuvent devenir des leaders sur leur marché. C'est évidemment de donner une part essentielle, la moitié à peu près de l'effort sur toutes les solutions pour la transition écologique. Et ceci en soutenant de manière ciblée les acteurs les plus innovants, les solutions les plus performantes dans tout un ensemble de domaines qui vont répondre finalement à tous ces enjeux. Donc ça va par exemple en ce moment un appel à projet sur les premières usines. Beaucoup de startups ont du mal à créer leur première usine industrielle. On est ici à Global Industries et une partie des startups présentes ici sont dans cette situation. Il y a beaucoup de risques, une barrière, un mur d'investissement difficile. Donc on apportera un soutien à ces projets pour, par exemple, un projet d'une startup qui veut fabriquer, produire un exosquelette pour les personnes à mobilité réduite. On a des enjeux de métaux stratégiques. La guerre en Ukraine nous montre à quel point nous devons renforcer notre indépendance sur un certain nombre de métaux stratégiques. Le titane, par exemple, bien connu de l'industrie aéronautique, qui vient aujourd'hui à 40% de Russie. Et on a des projets concrets pour du recyclage, notamment de titane, qui permettra de réduire notre dépendance. Des besoins jusqu'au service à l'industrie, avec un appel à projet en cours sur la logistique 4.0, qui est aussi un élément de la compétitivité de l'industrie, ou encore la santé numérique, qui est, dans lequel on a évidemment des perspectives de développement du marché d'ici 2030 considérables, des places à prendre, et beaucoup d'acteurs qui proposent des solutions souvent risquées, innovantes, et qui doivent être soutenues pour arriver sur le marché. Donc c'est la combinaison de l'action sur l'ensemble de ces secteurs d'avenir qui doit permettre d'accélérer le développement des entreprises, d'ailleurs start-up, mais aussi PME, TI, grands groupes, souvent dans des projets communs, collaboratifs, pour amener ces solutions sur le marché. Écoutez, je vous remercie. On va inciter tout le monde à suivre vos appels à projets pour en fait s'y inscrire. On a fait un peu le point sur tous les éléments de compétitivité qu'on peut augmenter ou améliorer. Mais Alexis, il y en a un qui m'avait surpris, où m'avait dit on a racheté des sites à l'étranger. Et en fait, on a un problème de compétitivité, c'est la compétitivité linguistique. Ouais, alors effectivement, alors je dirais qu'en fait c'est un peu à deux vitesses. C'est-à-dire que la jeune génération, on se rend compte en fait qu'il n'y a pas tellement de problèmes. C'est-à-dire qu'en tout cas en anglais, il y a vraiment un niveau d'anglais qui permet de travailler complètement efficacement avec les filiales à l'étranger. Par contre, c'est plus la génération, disons, voilà, la personne à partir d'une cinquantaine, voilà. Visiblement, il y a des exemples autour de la table, mais je suis le premier. Hein. Voilà. Et là, effectivement,
En fait, voilà, Terreal, c'est un groupe industriel majoritairement français au départ. C'est un rachat, une croissance externe qui est arrivée voilà, en 2021. Et en fait, on se rend compte que très concrètement, il y a des réunions où, voilà, si on veut mener la réunion, il faut qu'il y ait quelqu'un qui momentanément fasse la traduction parce que la personne, tout simplement, n'est pas en mesure de communiquer. Et en fait, c'est quelque chose qui paraît très, très basique, mais très handicapant. Mais voilà, encore une fois, ce qui est positif, c'est qu'on se rend compte que vraiment, la jeune génération, voilà, ça marche mieux. Bon, écoutez, on va essayer de tous faire un effort là-dessus. En tout cas, je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. On a parlé de toutes les compétitivités possibles. On sera encore meilleurs. Je pense qu'on sera peut-être à 9,95 la prochaine fois. Merci à vous quatre. Merci. 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 Merci.